Avril 1943, camp Hereford, Texas. Le crayon tremblait dans la main du sergent Joseph Morelli, alors qu'il écrivait la lettre qui atteindrait sa mère en Sicile 8 mois plus tard. Des mots qui auraient semblé impossibles seulement quelques semaines auparavant. Maman, ils nous nourrissent comme si nous étions des invités, pas des prisonniers. Du pain blanc tous les jours, de la viande, des légumes, plus de nourriture que nous n'en avons vu en 2 ans de guerre. Je ne peux pas comprendre ces Américains. Par la fenêtre de la baraque, il regardait les lumières électriques brillant à travers les plaines du Texas, les tracteurs travaillant les champs et les gardes américains partageant des cigarettes avec des prisonniers italiens. Tout contredisait ce que la propagande de Mussolini avait promis. L'Italie était censée créer un nouvel empire romain. L'Amérique était censée être faible et divisée, prête à s'effondrer. Pourtant, ici, en captivité, les soldats italiens découvraient une abondance au-delà de l'imagination. Lorsque les premiers prisonniers italiens arrivèrent au camp Hereford en avril 1943, ils faisaient partie des quelques 51 000 prisonniers de guerre italiens qui atteindraient les côtes américaines. Les premiers prisonniers italiens avaient commencé à arriver aux États-Unis en novembre 1942, après l'invasion alliée de l'Afrique du Nord. Ces hommes s'étaient rendus en Tunisie lorsque la première armée du général Giovanni Messe s'effondra finalement après des mois sans ravitaillement. Ils s'attendaient à un traitement brutal, au travail forcé, peut-être à la mort. Au lieu de cela, ils trouvèrent ce que des milliers décriront plus tard dans des lettres à leur famille comme un quasi-paradiso. La fin était venue rapidement en Tunisie. Après des années de combats à travers les déserts d'Afrique du Nord, les forces italiennes faisaient face à des chances impossibles. Aucun ravitaillement n'arrivait d'Italie. Les alliés allemands les traitaient comme du matériel jetable, et les forces britanniques et américaines avançaient de 2 directions. Parmi les 275 000 soldats de l'Axe qui se rendirent en mai 1943 se trouvaient environ 50 000 Italiens. Ces prisonniers d'Afrique du Nord formeraient le noyau de ce qui deviendrait finalement 51 000 prisonniers italiens aux États-Unis, alors que d'autres arrivaient des batailles ultérieures en Sicile et en Italie continentale. Le voyage de la défaite à la révélation commença dans les camps de regroupement de Tunisie. L'efficacité militaire américaine impressionna immédiatement les Italiens. Les examens médicaux étaient minutieux. Beaucoup reçurent leurs premiers vrais soins médicaux depuis des années. Des vêtements neufs remplacèrent les uniformes qui étaient plus des rapiessages que du tissu d'origine. Mais c'est la nourriture qui les stupéfia le plus. Après des mois de rations de survie, les Américains fournissaient du pain blanc, de la viande en conserve, du café avec du sucre et du chocolat. Les navires Liberty qui les transportèrent à travers l'Atlantique revenaient après avoir livré du ravitaillement au théâtre européen. Plutôt que de naviguer à vide, ils transportaient des cargaisons humaines. Jusqu'à 30 000 prisonniers par mois à l'été 1943. La traversée de 2 semaines de l'Atlantique fournit la première contradiction systématique de la propagande fasciste. Les navires eux-mêmes étaient des monuments à la productivité américaine. Des vaisseaux produits en masse à des rythmes que l'Italie ne pourrait jamais atteindre. Les prisonniers italiens découvrirent que l'équipement radar, qu'ils n'avaient vu que sur des navires de guerre britanniques avancés, était standard sur les cargos américains. Le réfectoire du navire provoquait un choc quotidien. Les marins américains avaient des machines à glace, du café illimité, du pain frais et de la viande. Ils jetèrent de la nourriture qui aurait été précieuse en Italie. Ce gaspillage désinvolte démontrait des ressources au-delà de toute compréhension. Lorsque les prisonniers italiens débarquèrent dans des ports comme Norfolk, en Virginie, et sur la côte ouest, ils entrèrent dans un monde qui dépassait l'imagination. Les ports s'étendaient sur des milliers d'hectares, avec des quais s'étirant sur des kilomètres. Des dizaines de navires se chargeaient et se déchargeaient simultanément. Des grues électriques soulevaient des charges qui auraient nécessité des dizaines d'hommes en Italie. Mais le plus frappant était la prospérité civile. Des parkings remplis d'automobiles d'ouvriers. En Italie, seuls les riches possédèrent des voitures. Chaque bâtiment avait l'électricité. Les magasins exposaient des produits qui avaient disparu des magasins italiens avant la guerre.
Les prisonniers voyagèrent en train de voyageurs, pas en wagons à bestiaux. Ils voyageaient dans des voitures avec des sièges rembourrés, des lumières électriques et des wagons-restaurants. Le voyage dans le cœur de l'Amérique révéla une nation d'une richesse impossible. Chaque petite ville avait l'électricité, des automobiles et des magasins pleins de marchandises. Les usines fonctionnaient en 3 équipes avec de l'énergie électrique. Même les fermes rurales avaient des tracteurs et des lignes électriques. Le camp Hereford était désigné exclusivement pour les prisonniers italiens, tandis que d'autres camps comme Camp Hearn détenaient principalement des prisonniers allemands. Le camp comprenait 4 enclos avec des baraquements, des réfectoires et des infirmeries entourés de clôtures de barbelés surveillées par des gardes armés. À son apogée, il contenait 3860 prisonniers. Le camp de Hereford seul contenait 2580 prisonniers italiens, en faisant l'un des principaux centres pour prisonniers italiens au Texas. Les camps dépassaient les normes militaires italiennes. Les baraquements avaient l'électricité, des douches chaudes, des toilettes à chasse d'eau et le chauffage. Les hôpitaux contenaient de l'équipement indisponible en Italie depuis avant la guerre, y compris des appareils à rayons X et des outils chirurgicaux modernes. Pour les prisonniers italiens, les camps étaient presque le paradis. Bien qu'il y ait eu des cas de mauvais traitement, surtout envers les Allemands, ils étaient logés dans des baraquements propres, avec des douches chaudes, une abondance de nourriture, et ils pouvaient dépenser l'argent qu'ils économisaient grâce à leur travail au PX local. La nourriture les submergeait. 3 repas par jour avec viande, légumes, pain, lait et souvent un dessert. Les repas spéciaux pour les fêtes dépassaient tout ce qu'ils avaient connu, même avant la guerre. Les cuisiniers rapportaient jeter plus de nourriture par jour que leur famille en Italie n'en recevait par semaine. Tout changea le 8 septembre 1943, lorsque l'Italie se rendit et signa un armistice avec les Alliés. Le gouvernement du maréchal Pietro Badoglio changea de camp, déclarant la guerre à l'Allemagne le 13 octobre. Après la reddition de l'Italie, le Premier ministre ordonna aux prisonniers italiens de collaborer avec les Alliés. À partir de février 1944, le United States Army Service Corps offrit aux prisonniers italiens aux États-Unis la possibilité de rejoindre ce qui devint connu sous le nom d'unité de service italienne, Italian Service Units, ISU. Ils pouvaient rester prisonniers ou se porter volontaires pour les unités de service italiennes pour travailler aux côtés des Américains dans des rôles non combattants. La réponse fut écrasante. Sur les 51 000 prisonniers italiens détenus aux États-Unis à l'époque, plus de 45 000 rejoignirent les unités de service et furent envoyés dans des endroits avec une pénurie de main-d'œuvre à travers les États-Unis. Ils signèrent des engagements à aider contre leurs anciens alliés allemands et reçurent des privilèges qui transformèrent leur expérience. Même s'ils étaient officiellement toujours classés comme prisonniers de guerre, ils revêtaient néanmoins des uniformes qui ne se distinguaient que par un écusson portant le mot « Italie », porté sur la manche gauche et cousu sur la casquette de garnison standard. Ils recevaient également une allocation mensuelle de 24 $, dont seulement un tiers était payé en espèces. Le reste était émis sous forme de feu-script, à utiliser sur la base où ils étaient détenus pour payer diverses fournitures et articles personnels. En Californie, où la guerre était palpable jusqu'à fin 1945 à cause de l'intensité des combats dans le Pacifique, les prisonniers italiens travaillant pour soutenir l'effort de guerre étaient en fait reçus avec le plus d'enthousiasme. La grande population italo-américaine de l'État, établie depuis la ruée vers l'or en tant que pêcheurs, agriculteurs et viticulteurs, accueillit les prisonniers. L'histoire la plus étonnante étant celle des prisonniers italiens stationnés sur Angel Island, qui organisaient des bals réguliers dans une salle de San Francisco qu'ils louaient avec leur propre argent. Utilisant leurs gains, ils organisaient des bals du samedi soir qui devinrent des événements sociaux majeurs. Des femmes américaines y assistaient, chaperonnées, mais impatientes de rencontrer les soldats italiens. Les prisonniers de guerre italiens travaillaient dans les champs agricoles de Californie, témoignant d'une agriculture à une échelle qui défiait la compréhension. Des fermes individuelles étaient plus grandes que des provinces italiennes. Les moissonneuses mécaniques faisaient le travail de centaines d'hommes. Les membres des unités de service italiennes devinrent des contributeurs essentiels à l'effort de guerre américain.
Ils chargèrent des navires pour le jour J, récoltèrent des cultures qui auraient pourri sans leur travail et entretenirent l'équipement militaire avec une expertise acquise en Afrique du Nord. Les unités de service italiennes fournirent plus de 90 millions de journées de travail aux États-Unis de 1943 à 1945. En coût financier, le programme économisa au gouvernement des États-Unis environ 230 millions de dollars. Au Brooklyn Army Terminal, les prisonniers de guerre italiens chargèrent des fournitures pour la libération de l'Europe. Ils travaillèrent avec enthousiasme, sachant que chaque expédition rapprochait l'Italie de la liberté de l'occupation allemande. Dans les zones agricoles, ils sauvèrent des récoltes cruciales pour nourrir à la fois l'Amérique et ses alliés. En juin 1943, plus de 14 500 prisonniers italiens résidaient dans des camps à travers les États-Unis. Alors que le programme s'étendait après la reddition de l'Italie, les travailleurs italiens devinrent indispensables dans de nombreux secteurs. L'amour fleurit malgré les règlements. Les prisonniers de guerre italiens rencontrèrent des femmes américaines lors de services religieux, d'événements sociaux approuvés et par le travail. À Ogden, dans l'Utah, une église locale organisait des bals chaperonnés chaque week-end pour les prisonniers et les familles italo-américaines pouvaient rendre visite aux prisonniers le dimanche. Ces relations faisaient face à des obstacles. Les règlements militaires interdisaient les mariages entre prisonniers de guerre et citoyens américains. Pourtant, la romance trouva des moyens. Des prêtres sympathisants célébrèrent des cérémonies. Les couples entretenaient des relations par lettres. Et de nombreuses femmes suivirent leurs amoureux italiens en Italie après le rapatriement, se mariant là-bas avant de retourner en Amérique en tant qu'épouses d'immigrants légaux. La communauté italo-américaine joua un rôle crucial dans les régions avec de grandes populations italo-américaines. Les prisonniers trouvèrent des familles d'accueil qui les invitaient pour des dîners du dimanche, les aidaient à écrire des lettres chez eux et maintenaient des connexions qui durèrent des décennies après la guerre. Noël 1943 eut un impact émotionnel profond. Les églises et les organisations civiques américaines envoyèrent des colis au camp contenant des cigarettes, du chocolat et des articles de toilette, des luxes même pour les civils américains. Les communautés locales organisèrent des dîners et des célébrations. Au camp Hereford, des églises locales chantèrent des chants de Noël italiens. Les églises catholiques célébrèrent la messe de minuit en latin et en italien. Le festin de Noël comprenait de la dinde, du jambon, plusieurs accompagnements et des desserts. Une abondance que les Italiens n'avaient pas vue depuis avant la Première Guerre mondiale. Cette gentillesse envers les ennemis brisa les derniers vestiges de la propagande fasciste sur la faiblesse américaine. Les prisonniers italiens écrivirent chez eux décrivant une générosité américaine que seule une nation certaine de la victoire pouvait montrer. En 1944, des milliers de prisonniers italiens s'inscrivirent à des programmes éducatifs. Ils étudièrent l'anglais, l'histoire américaine, les mathématiques et des compétences professionnelles. Les universités fournirent des cours par correspondance. Les camps montraient des films d'Hollywood et publiaient des journaux qui évoluèrent de simples feuilles de nouvelles à des publications sophistiquées, discutant de démocratie et de reconstruction d'après-guerre. Les prisonniers italiens construisirent des théâtres, formèrent des orchestres et créèrent de l'art qui subsiste aujourd'hui dans de nombreux endroits. Dans divers camps, ils construisirent des fontaines élaborées, peignirent des fresques et bâtirent des chapelles qui attirent encore des visiteurs. Ce n'étaient pas des travaux artisanaux grossiers de prisonniers, mais des œuvres de qualité professionnelle qui démontrèrent la tradition artistique italienne. Lorsque la nouvelle du débarquement du 6 juin 1944 en Normandie atteignit les camps, les prisonniers italiens célébrèrent avec ferveur. C'étaient leurs anciens ennemis qui débarquaient en France, mais aussi les libérateurs qui allaient libérer l'Italie de l'occupation allemande. Les prisonniers italiens travaillèrent des équipes supplémentaires pour charger des fournitures, peignant des messages sur les boîtes, pour la libération de Rome, mort aux nazis. Lorsque Rome tomba le 4 juin 1944, les prisonniers italiens et les Italo-américains organisèrent des célébrations communes à travers l'Amérique. D'anciens ennemis étaient devenus des alliés dans la lutte contre l'Allemagne nazie.
Au camp Hereford, les prisonniers et les résidents locaux organisèrent une messe de victoire qui attira des milliers de personnes. Tout au long de la captivité, les prisonniers italiens expérimentèrent une véritable gentillesse américaine. Lorsque les prisonniers recevaient des nouvelles de décès dans leur famille à cause des bombardements en Italie, les gardes et commandants américains assistaient au service commémoratif. Les familles locales adoptaient des prisonniers qui avaient tout perdu, s'assurant qu'ils ne soient pas seuls pendant les fêtes. Le traitement médical affecta particulièrement les prisonniers. Les médecins italiens travaillèrent aux côtés du personnel médical américain, apprenant des techniques et utilisant de l'équipement indisponible en Italie depuis des années. Les prisonniers reçurent des opérations et des traitements qui n'auraient été accessibles qu'aux riches en Italie. La séparation entre les prisonniers allemands et italiens devint plus prononcée après la reddition de l'Italie. Alors que les prisonniers allemands maintenaient souvent l'idéologie nazie, les Italiens embrassèrent leur nouveau statut de co-belligérants, travaillant avec enthousiasme pour la victoire alliée. En mars 1944, l'armée américaine envoya 1800 membres des unités de service italiennes à Boston. D'abord logés au camp McKay, dans le South Boston, les prisonniers reçurent un accueil froid de la part des habitants. La communauté italo-américaine de Boston considéra d'abord les prisonniers avec suspicion, craignant qu'ils n'endommagent la réputation de la communauté en tant qu'Américains loyaux. Mais la transformation fut rapide. Les prisonniers italiens se prouvèrent comme des travailleurs industrieux au port d'embarquement de Boston. Ils chantèrent dans les chorales d'église, cuisinèrent pour les festivals et introduisirent une cuisine italienne authentique auprès des Italo-Américains de seconde génération qui n'avaient jamais goûté de vraie nourriture italienne. En raison de tensions croissantes avec la communauté de South Boston, 1300 membres des unités de service furent transférés sur Paddocks Island dans le port de Boston quelques mois plus tard. Sur l'île, ils jouissaient de plus de liberté, avec des prisonniers de confiance autorisés à des excursions en bateau le dimanche dans le North End de Boston, où ils dînaient souvent avec des familles italo-américaines. Les prisonniers italiens furent témoins de la production industrielle et agricole américaine qui défiait la compréhension. Dans la Central Valley de Californie, ils virent des fermes individuelles produisant plus que des provinces italiennes entières. Les moissonneuses mécaniques traitaient en heures ce qui prendrait des semaines en Italie. Ils regardaient des fruits parfaits être jetés pour de légers défauts. Des récoltes entières parfois labourées pour maintenir les prix. Un gaspillage qui aurait empêché la famine en Italie, mais qui démontrait ici une capacité de production illimitée. L'attitude désinvolte face à l'abondance les stupéfia le plus. Les travailleurs jetaient des déjeuners à moitié mangés, laissaient les lumières allumées dans des pièces vides et conduisaient des automobiles pour aller travailler. Toute chose impensable dans l'Italie en guerre, où les familles survivaient avec de maigres rations. Les hommes étaient mis au travail dans les champs ou sur des bateaux de pêche, gagnant $8 par mois. Même ce salaire modeste semblait généreux à des hommes qui n'avaient rien. Et ils économisaient soigneusement pour envoyer de l'argent chez eux après la guerre. Les prisonniers de guerre italiens laissèrent des marques permanentes sur la culture américaine. Ils introduisirent la pétanque, bocce, dans des communautés qui y jouent encore aujourd'hui. Ils apprirent aux Américains à faire des pâtes et de la pizza authentique, contribuant au lancement de ce qui deviendrait une industrie de plusieurs milliards de dollars. Leurs travaux décoratifs, fontaines, fresques et chapelles subsistent dans des dizaines d'endroits. Les journaux de camp publiés par les prisonniers montrèrent une transformation remarquable. Les articles évoluèrent de nouvelles sur l'Italie à des discussions sur la démocratie, les techniques agricoles américaines et les plans pour la reconstruction d'après-guerre. Ces publications circulèrent entre les camps, répandant des idées sur la gouvernance démocratique et les méthodes modernes. Le 16 juillet 1944, les 38e et 40e compagnies de service italiennes du quartier-maître arrivèrent à l'arsenal de Rock Island par train depuis Pine Camp, New York. Ils effectuèrent des travaux d'entretien et de soutien qui s'avérèrent si précieux que les commandants demandèrent des retards dans le rapatriement après la fin de la guerre. Sur les sites agricoles, les prisonniers italiens démontrèrent une expertise issue de générations de traditions agricoles.
Ils introduisirent des techniques qui améliorèrent l'agriculture américaine. Leur travail dans les conserveries, les chantiers navals et les dépôts militaires libéra des milliers d'Américains pour le service combat. Les volontaires des unités de service italiennes libérèrent également des soldats américains qui auraient effectué des rôles de soutien pour servir au combat. Grâce à l'assistance des unités de service italiennes, moins d'hommes américains durent être appelés. L'échelle de l'expérience des prisonniers italiens en Amérique était considérable. À son apogée en mai 1945, un total de 425 871 prisonniers de guerre étaient détenus aux États-Unis. 371 683 Allemands, 50 273 Italiens et 3 915 Japonais. Les prisonniers italiens, au nombre de 51 000, étaient placés dans 21 camps répartis dans 18 États. Leur contribution au travail, 90 millions de journées de travail. 230 millions de dollars économisés en coûts de main-d'œuvre. Des milliers d'Américains libérés pour le service combat, des récoltes cruciales sauvées de la pourriture. Leur intégration fut un succès. 45 000 rejoignirent les unités de service italiennes. Moins d'1% tentèrent de s'évader. Des milliers entretinrent une correspondance avec des familles américaines après la guerre. Beaucoup revinrent en tant qu'immigrants légaux. Le rapatriement commença fin 1945 mais avança lentement. L'Amérique avait besoin de leur travail pour la transition vers la paix. Beaucoup de prisonniers italiens ne voulaient pas partir. Ils avaient retrouvé l'amitié et des opportunités en Amérique alors que l'Italie restait détruite et occupée. Lorsque les départs commencèrent, des communautés entières se rassemblèrent pour dire au revoir. Au camp Hereford et dans d'autres camps, les journaux locaux écrivirent sur la perte d'amis. Pas de prisonniers. Les relations formées pendant la captivité, à la fois romantiques et amicales, firent face à la séparation. Entre décembre 1945 et juillet 1946, les prisonniers italiens retournèrent en Italie portant des connaissances sur la démocratie américaine, les techniques agricoles et les méthodes industrielles. Ils devinrent les architectes involontaires de la reconstruction d'après-guerre de l'Italie, mettant en œuvre des approches américaines apprises pendant la captivité. Comme promis, beaucoup d'anciens prisonniers revinrent en Amérique en tant qu'immigrants légaux. Parrainés par des employeurs qui valorisaient leurs compétences, des familles qu'ils avaient fréquentées ou des femmes qu'ils avaient épousées, des milliers firent une nouvelle vie en Amérique. Ces immigrants réussirent remarquablement bien. Ils fondèrent des entreprises, particulièrement dans les industries alimentaires et le commerce d'import-export entre l'Italie et l'Amérique. Ils maintinrent des connexions entre les nations qui facilitèrent la reprise et le commerce d'après-guerre. D'anciens prisonniers et leurs descendants atteignirent une certaine notoriété dans la société américaine. Ils devinrent juges, chefs d'entreprise, officiers militaires et leaders communautaires. Leurs enfants, élevés avec un héritage à la fois italien et américain, firent le lien entre les cultures de manière unique. Aujourd'hui, des rappels physiques de l'expérience des prisonniers italiens survivent à travers l'Amérique. Au camp Hereford, une petite chapelle construite par les prisonniers en 1945 se dresse encore. Construite pour honorer 5 hommes morts au camp, elle présente du béton fait pour ressembler à du marbre et sert de site de pèlerinage pour les descendants. Des terrains de pétanque, boxe, de la Californie au Massachusetts trouvent leur origine chez les prisonniers italiens qui introduisirent le jeu. Des festivals italiens, dans des endroits improbables comme le Texas et l'Utah, célèbrent l'héritage des prisonniers. Des recettes enseignées par les cuisiniers prisonniers restent des traditions familiales. Mais les vrais monuments sont les familles et les communautés transformées par cette expérience. Les relations commerciales établies dans les années 1940 continuent à travers la 3e et la 4e génération. Des relations de ville jumelées entre des villes américaines et italiennes trouvent leur origine dans les connexions établies par les prisonniers. Les historiens reconnaissent l'expérience des prisonniers italiens comme remarquablement réussie dans la transformation d'ennemis en alliés. Contrairement à une rééducation traditionnelle par propagande,
Les prisonniers italiens furent convertis par l'expérience, témoignant de la démocratie et de la prospérité américaine de première main. Plusieurs facteurs contribuèrent à ce succès. La reddition de l'Italie en 1943 changea le statut des prisonniers d'ennemis à co-belligérants. Les communautés italo-américaines fournirent des ponts culturels. La foi catholique partagée par de nombreux Italiens et Américains créa des liens. Les difficultés économiques d'avant-guerre de l'Italie rendirent les prisonniers réceptifs aux alternatives. L'abondance et la gentillesse américaine contredirent la propagande fasciste. Le contraste avec les prisonniers allemands est instructif. Alors que les Allemands maintenaient souvent l'idéologie nazie malgré un traitement similaire, les Italiens adoptèrent presque universellement les valeurs américaines. Cette différence reflétait des facteurs culturels et le moment de la reddition de l'Italie. L'expérience des prisonniers italiens influença profondément les deux nations. Pour l'Amérique, elle démontra le pouvoir de la gentillesse et de la prospérité pour gagner les cœurs et les esprits. Pour l'Italie, les prisonniers revenus apportèrent des connaissances qui contribuèrent au développement démocratique et à la reprise économique d'après-guerre. D'anciens prisonniers aidèrent à établir des liens commerciaux entre l'Italie et l'Amérique qui facilitèrent le commerce et l'investissement. Ils introduisirent des techniques agricoles et industrielles américaines qui modernisèrent la production italienne. Plus importante encore, ils portaient des souvenirs d'une démocratie fonctionnant avec succès, fournissant des modèles pour le gouvernement italien d'après-guerre. Le programme réussit parce qu'il reposait sur la démonstration plutôt que sur l'endoctrinement. Les prisonniers italiens virent la société américaine fonctionner efficacement tout en traitant les ennemis avec dignité. Ils furent témoins d'une capacité de production qui rendait la victoire inévitable. Ils expérimentèrent des niveaux de vie qui exposaient les promesses fascistes comme des fantasmes. À partir des années 1970, d'anciens prisonniers italiens organisèrent des réunions en Amérique. Ces rassemblements célébraient la transformation et l'amitié plutôt que la captivité. La réunion de 1988 au camp Hereford attira des centaines d'anciens prisonniers et des milliers d'Américains qui les avaient reconnus. Les vétérans parlèrent de gratitude pour la gentillesse américaine, de vie transformée par la captivité, d'ennemis devenus famille. Leurs témoignages soulignaient que leur emprisonnement avait été une chance, ouvrant des portes vers la démocratie, la prospérité et l'amitié. À ces réunions, des hommes âgés qui étaient arrivés en tant que soldats de Mussolini embrassèrent des gardes américains, devenus des amis de toute une vie. Leurs petits-enfants, américains et italiens, jouaient ensemble, preuve vivante de la réconciliation. Pourquoi les prisonniers italiens appelaient-ils les camps américains un quasi-paradiso ? Non pas parce que la captivité était agréable, mais parce qu'elle révéla des possibilités qu'ils n'avaient jamais imaginées. Ils découvrirent que la prospérité venait de la liberté plutôt que de la conquête, que la diversité créait de la force plutôt que de la faiblesse, que la démocratie fonctionnait mieux que la dictature. Ils furent témoins d'Américains ordinaires vivant mieux que l'aristocratie italienne. Ils virent des ouvriers posséder des automobiles, des fermes utiliser de la machinerie, des usines produisant de l'abondance. Ils expérimentèrent de la gentillesse de la part d'ennemis que leur propre gouvernement ne leur avait jamais montré. Le paradis était relatif comparé à des années de guerre, de famine et de mensonges de propagande. Les camps américains offraient de la nourriture, de la sécurité et de la dignité. Comparé à ce qui les attendait dans une Italie bombardée et occupée, l'Amérique représentait l'espoir et l'opportunité. L'expérience des prisonniers italiens enrichit durablement la culture américaine. La pizza, maintenant une industrie de plusieurs milliards de dollars, fut popularisée en partie par les cuisiniers prisonniers qui apprirent aux Américains la préparation authentique. La culture du café espresso, des décennies avant Starbucks, fut introduite par des prisonniers italiens dans des communautés qui n'avaient jamais goûté de vrai café. Dans les petites villes à travers l'Amérique, des festivals italiens célèbrent les connexions nées de l'expérience des prisonniers. À Hereford, Texas, la réunion annuelle des prisonniers devint une tradition communautaire. Dans la Central Valley de Californie, des vignobles fondés par d'anciens prisonniers ou leurs descendants produisent des vins utilisant des techniques apportées d'Italie. L'impact linguistique fut significatif.
Des milliers d'Américains apprirent l'italien auprès des prisonniers, créant une génération de locuteurs italophones qui faciliterait les échanges commerciaux et culturels d'après-guerre. Des mots italiens entrèrent dans les vocabulaires locaux, particulièrement dans la nourriture et l'agriculture. Au-delà des 230 millions de dollars immédiats de valeur de main-d'œuvre, les prisonniers italiens contribuèrent à des connexions économiques à long terme. Les anciens prisonniers qui devinrent citoyens américains ou maintinrent des relations commerciales facilitèrent des milliards de dollars de commerce entre l'Italie et l'Amérique. Les techniques agricoles qu'ils apprirent et mirent en œuvre en Italie aidèrent la reprise agricole d'après-guerre de cette nation. Les méthodes industrielles qu'ils observèrent influencèrent la fabrication italienne, contribuant au miracle économique italien des années 1950 et 1960. Les entreprises américaines bénéficièrent de connexions avec d'anciens prisonniers qui comprenaient les deux cultures. Des firmes d'import-export, des entreprises alimentaires et des partenariats manufacturiers prospérèrent grâce aux relations commencées dans les camps de prisonniers. Des études sur d'anciens prisonniers italiens révélèrent des résultats psychologiques remarquables. Contrairement à de nombreuses populations de prisonniers qui souffrirent de traumatismes durables, les prisonniers italiens en Amérique montrèrent des taux plus bas de dépression et de TSPT que les soldats italiens qui n'avaient pas été capturés. Les psychologues attribuèrent cela à plusieurs facteurs. Un traitement excellent dépassant les attentes, un travail significatif fournissant un but, une intégration sociale réduisant l'isolement, des opportunités éducatives offrant de l'espoir, et la transformation du statut d'ennemi à allié après la reddition de l'Italie. L'impact psychologique s'étendit aux familles. Les enfants d'anciens prisonniers rapportèrent souvent que leur père parlait positivement de leur captivité, ce qui est inhabituel pour des expériences de guerre. Ce cadre positif influença la dynamique familiale et les perspectives internationales pour des générations. L'histoire des prisonniers italiens en Amérique démontre la capacité de la guerre à produire des transformations inattendues. Des hommes qui arrivèrent en tant que soldats de Mussolini partirent en tant qu'avocats de la démocratie. Des ennemis devinrent des amis. Des prisonniers devinrent des partenaires, et beaucoup finirent par devenir américains. Par des actes simples, partager de la nourriture, fournir des soins médicaux, permettre le culte religieux, autoriser la correspondance avec les familles, l'Amérique convertit des adversaires plus efficacement qu'aucune propagande ne pouvait le faire. Les prisonniers italiens furent témoins de la société américaine à son meilleur et voulurent cette prospérité et cette liberté pour leur propre nation. Leur contribution alla au-delà du travail. Ils enrichirent la culture américaine, renforcèrent les communautés italo-américaines et construisirent des ponts entre les nations qui perdurent aujourd'hui. Leurs descendants, que ce soit en Italie ou en Amérique, incarnent la possibilité de réconciliation et d'amitié après un conflit. Les prisonniers italiens trouvèrent leur quasi-paradiso, non pas dans les camps eux-mêmes, mais dans la révélation de ce qu'une société pouvait accomplir grâce à la démocratie et à la liberté. Ils retournèrent en Italie portant les graines de la transformation qui aiderait à construire une nation démocratique sur les ruines du fascisme. Finalement, 51 000 soldats italiens capturés en Afrique du Nord découvrirent en captivité américaine ce que l'empire de Mussolini ne pourrait jamais fournir: la dignité, l'opportunité et l'espoir. Ils l'appelèrent paradis, non pas parce que c'était parfait, mais parce que cela leur montra que la perfection était possible. À travers leur transformation, des ennemis devinrent famille, et deux nations trouvèrent une amitié qui perdure à travers les générations. Leur héritage nous rappelle que même dans les moments les plus sombres de la guerre, l'humanité peut prévaloir, que la gentillesse peut conquérir là où les armes ne le peuvent pas, que montrer aux ennemis une meilleure voie peut les transformer en amis. Les prisonniers italiens qui trouvèrent le paradis en Amérique prouvèrent que la réconciliation est possible, que l'exemple démocratique est puissant et que traiter les ennemis avec dignité peut donner une victoire plus durable qu'un triomphe sur un champ de bataille. Les camps ont pour la plupart disparu maintenant, reconvertis en terres agricoles ou développés en banlieue. Mais à Hereford, Texas, une petite chapelle se dresse. En Californie, des terrains de pétanque résonnent de voix italiennes.
Dans d'innombrables communautés américaines, des familles tracent leurs racines jusqu'à un soldat italien qui trouva le paradis en captivité et choisit de rester. Ils arrivèrent en tant que guerriers d'un empire déchu. Ils repartirent en tant que bâtisseurs d'un avenir démocratique. Ils arrivèrent en tant que prisonniers. Ils découvrirent le paradis. Et dans cette découverte, deux nations trouvèrent une amitié que ni la guerre ni le temps ne purent briser.